Bonsoir. Je vais ouvrir la deuxième réunion tout public qu'on réalise pour Octobre Rose. Le thème de ce soir, c'est quand la mémoire nous fait défaut. Dans le jargon médical, on appelle ça le chémobrain. Alors, je remercie tout particulièrement toutes les personnes qui sont venues ce soir assister en présentiel. Ça nous fait tout chaud de voir des gens et plus d'être derrière une vidéo. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui ont pu se connecter à la conférence ce soir pour écouter cette thématique qui nous tient extrêmement à cœur. Moi, je suis la doctoresse Châtelain, je suis oncologue à l'hôpital de Nyon. Je travaille avec la doctoresse Diane Hébert et Anne-Claude Georges. À mes côtés ce soir, j'ai le docteur Alexandre Bodmer, c'est le grand chef du Centre du Sein de l'hôpital cantonal de Genève, dont on est partenaire. À côté, je vais certainement mal prononcer son nom, c'est le docteur Mohamed Eshmaoué, je l'ai mal prononcé. Il est neurologue à l'hôpital cantonal de Genève et spécialisé dans la mémoire. Je vais remercier aussi tout particulièrement deux personnes qui vont venir témoigner de cette thématique de ce soir. Madame, je vais commencer avec Madame Maëlle Louvet. Bonsoir. Et Monsieur Jean-Louis Furer. Bonsoir. Voilà. Donc, quand la mémoire nous fait défaut, ça s'appelle le chémobrain. Je vais, bien sûr, hop, j'ai pas pris le truc. Voilà. J'ai des petites slides, alors je vais essayer de pas trop les regarder, hein, mais moi aussi j'ai des problèmes de mémoire, alors je vais aussi peut-être les utiliser. Donc, j'ai déjà fait les présentations, ça, j'ai eu aucun problème de mémoire. Alors, chémobrain. Chémo, c'est pour chimiothérapie, brain, c'est pour mémoire. Ça décrit un ensemble de symptômes de déficit intellectuel en lien avec la chimiothérapie. Elle peut se présenter sous différentes formes. Soit ça peut être des problèmes de mémoire, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de raisonnement, voire d'attention. Ça peut embêter les personnes qui en souffrent avec des difficultés à réaliser des multitâches. C'est des symptômes qui peuvent survenir après la chimiothérapie, qui peut durer quelques semaines, mais qui peuvent même être beaucoup plus longues, aller sur des années, et même dans certaines études pouvant aller jusqu'à 10 ans. C'est des phénomènes qui peuvent modifier, je pense, la qualité de vie des personnes qui en souffrent et même les empêcher de reprendre une activité professionnelle. Voilà. Même si pour l'entourage des personnes qui souffrent de ces symptômes ou pour le personnel soignant, on perçoit ça comme des petits troubles subtils, on n'arrive des fois pas à se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, on ne voit rien du tout, ça peut avoir une implication sévère pour ces personnes qui utilisent leurs fonctions cognitives dans leur activité de tous les jours. Dans les études et selon les chimiothérapies, on trouve que ça peut toucher entre 20 à 80% des patients. C'est pas nouveau, c'est pas un symptôme qui est nouveau. Ça fait en fait depuis à peu près 30 ans, dans les années 90, qu'on a commencé à avoir des études expérimentales. On essayait de trouver comment cette atteinte cérébrale pouvait survenir sur chimiothérapie. On a commencé à évaluer ce qu'ils appellent le stress oxydatif. Alors je vais laisser le docteur Eshmaoué nous faire une explication toute simple, parce que moi c'était compliqué aussi pour moi. Et c'était vraiment plutôt des études très scientifiques et puis difficiles, en tout cas pour les oncologues, à pouvoir les utiliser. À l'époque, même encore maintenant, hein, pour le personnel soignant, ces troubles neurologiques peuvent être perçus comme de la fatigue, du stress, de l'anxiété ou même de la dépression qui peuvent entourer le diagnostic ou les traitements. Ça fait, je dirais, 10 ans que les études ont vraiment commencé à sortir de plus en plus nombreuses, et surtout depuis 2015, où vraiment l'essor des études est exponentiel. C'est plutôt dans les pays à grande population, hein, comme en Chine, aux États-Unis ou en Inde, qu'il y a le plus d'études qui sont sorties. Quelles chimiothérapies sont le plus reconnues ou décrites avec ces déficits neurologiques de la mémoire? Alors, il y a les anthracyclines, c'est une classe de médicaments qu'on utilise dans plusieurs cancers, donc cancer du sein,
cancer de l'ovaire. On peut aussi le trouver dans certains lymphomes. En autre chimiothérapie, je mets les sels de platine. Voilà, c'est des noms barbares, on a le droit de les oublier, c'était juste pour les notifier. Qu'on a aussi dans les cancers du sein, cancer de l'ovaire, des lymphomes, des cancers du poumon. C'est vraiment une chimiothérapie qu'on utilise de façon extrêmement large. La cyclophosphamide, on l'utilise aussi dans le contexte de cancer du sein. Après, on a aussi dans les chimiothérapies on va dire à haute dose, qu'on utilise dans certaines situations, plutôt dans les situations de lymphome. On les a utilisées dans le passé, mais aussi dans le cancer du sein, en disant qu'on mettait des chimios très intensives, et puis pour essayer on va dire de détruire toutes les cellules cancéreuses, et puis ça suit avec des autogreffes, mais ça c'est des traitements qu'on n'utilise en tout cas plus. Il y a un dernier type de traitement qui est l'hormonothérapie, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui sont aussi responsables de problématiques neurologiques. Ça peut impliquer la ménopause en lien avec les chimiothérapies, et ça peut aussi aller avec les traitements anti-hormonaux. Il y a plusieurs explications qui ont été fournies dans les études de qu'est-ce qui pouvait causer ces troubles neurologiques. On a parlé de stress oxydatif. On a même parlé d'inflammation dans certaines zones du cerveau qui pouvaient être liées à ce qu'on appelle des superoxydants. On a parlé de dysfonction des mitochondries de l'hippocampe. L'hippocampe étant la partie du cerveau où il y a une implication sur la mémoire. On a aussi discuté de problématiques d'hormones avec une carence en certains œstrogènes qui sont les E2, qui pouvaient, s'ils étaient effectivement en nombre réduit, occasionner des troubles neurologiques. Ma question qu'on va poser au Dr Ishmael, c'est de savoir est-ce que c'est un phénomène unique, est-ce qu'il y a une cause qui explique ces problèmes neurologiques, est-ce que c'est une cascade de causes ou c'est plusieurs causes impliquées les unes dans les autres, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui sont le plus touchés, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent associer et puis qui peuvent augmenter le risque d'avoir ces problèmes neurologiques, comme l'hypertension, le diabète, des maladies vasculaires, des maladies neurologiques, style Alzheimer, voir s'il y a d'autres causes qui pourraient potentiellement causer ces déficits. Il y a eu des investigations par imagerie qui ont essayé d'être faites, des IRM qui montraient dans la zone de l'hippocampe, donc cette partie du cerveau qui régit la mémoire, qui semblerait être beaucoup plus petite. On a aussi fait des PET scanners qui sont une nouvelle génération d'imagerie qui montraient des zones du cerveau qui étaient moins imprégnées de sucre. Mais actuellement, l'implication de ces examens, je pense, n'apporte pas quelque chose, en tout cas de positif. On va voir ce que nous dit le Dr Ishmael pour nous aider à mieux les percevoir et puis pouvoir proposer des traitements. Il y a des bilans neuropsychologiques qui peuvent être effectués. Semble-t-il, dans les études, c'est assez discordant entre ce qui est perçu dans les bilans neuropsychologiques et ce que la personne qui souffre de ces troubles neurologiques décrit dans ses activités de la vie quotidienne ou professionnelle. Il y a même eu des études avec des échelles, on a posé plein de questions. Ça a été fait dans une étude avec les patients sous chimiothérapie. Par rapport à des personnes qui n'étaient pas sous chimiothérapie, on avait mis des échelles avec plein de questions. Et puis on voyait que ceux qui avaient ces problèmes neurologiques avaient effectivement un moins bon résultat dans ces échelles que ceux qui n'avaient pas de chimiothérapie. Mais ils n'ont jamais fait ces tests avant de commencer la chimiothérapie. Donc c'est difficile d'évaluer est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose avant. Maintenant, ma question pour vous, est-ce que de faire ces PET, ces imageries, de faire ces bilans neuropsychologiques pourrait, avant, après traitement, pourrait nous aider à mieux percevoir ces déficits, voir effectivement s'ils étaient présents avant, est-ce qu'ils sont aggravés, et est-ce que ça pourrait nous aider à trouver un traitement ou une prévention? Est-ce que ça pourrait aussi aider au niveau asécurologique pour confirmer
que ces problèmes neurologiques sont vraiment en lien avec le traitement et puis que les patients peuvent être sécurisés au niveau de l'assurance. Voilà. Après, au niveau traitement, je vais trop loin. Au niveau traitement, il y a au niveau médicamenteux pas grand-chose, à mon sens, à ce jour qui est sorti. Alors, il y a plein de noms de médicaments, de substances que je n'en ai jamais entendu parler de ma vie avant de lire les études, qui ont des effets antioxydants, anti-inflammatoires. Je donnais plusieurs exemples comme le rutin, qui ont été étudiés sur le rat. Et puis, il semblerait que les rats montraient une meilleure capacité de mouvement. Est-ce qu'il y a des traitements comportementaux ? Est-ce que de faire du full mindness, qui a l'air d'être en tout cas quelque chose d'assez important actuellement et qui prend de l'essor dans notre société, pourrait aider à améliorer ces problèmes de comportement? Est-ce que des régimes alimentaires, est-ce qu'il y a une façon de manger qui permettrait qu'on soit moins embêté par ces troubles neurologiques? Est-ce qu'on doit les suivre déjà pendant la chimio, après la chimiothérapie? Est-ce qu'à se challenger, à faire des bouquins de sudoku pendant les chimiothérapies peut aussi aider à diminuer, parce que moi j'en achète, si vous voulez, sans problème, si ça peut aider les patients à avoir moins de problèmes. Et puis l'exercice physique, c'est peut-être la seule chose qu'on a un petit peu plus d'études en ce moment qui semble montrer que si on fait de l'exercice physique pendant la chimiothérapie, ça semble avoir un effet positif, et même si on fait de la réhabilitation après, améliore effectivement les fonctions intellectuelles. Donc, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous nous proposez en bilan et puis en traitement? Avant qu'il parle, je pense important, voilà, hop, je vais changer de slide. Et je n'ai pas fait trop d'ori, moi. J'ai réussi à me souvenir un peu de mes slides. J'aimerais que nos deux témoignages, lequel veut commencer, ils puissent avoir parole, ils vont vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent au quotidien avec leurs problèmes intellectuels, on va dire intellectuels. Hein. Et pour qu'on puisse un peu mieux percevoir, peut-être on va pouvoir s'identifier à certains de leurs symptômes. Et puis ça permettra peut-être de mieux encore voir ce que le Dr Eshmaoué pourra nous proposer pour éviter cela, si on peut, ou les diminuer. On laisse la parole aux femmes. Ça me va. Hein? Je savais. Maëlle. Oui, bonsoir. Je vais me présenter, je vais la faire courte pour l'introduction. Faut pas, hein. Ou faut pas, voilà. Maëlle, 42 ans, donc j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif en juillet 2020, à la suite d'une seconde naissance. Donc j'ai accouché le 24 mars 2020 et le 24 juillet, on m'annonçait un cancer du sein triple négatif. Ça a été très très vite prise en charge avec le docteur Dreher, la doctoresse Ebert et le professeur Bodmer. Et donc j'ai eu 16 séances de chimiothérapie. C'était 4 fois l'épirubicine et 12 Taxol. Voilà, j'ai bien appris. Hein. Ensuite, il y a eu la radiothérapie, l'opération, une tumorectomie, radiothérapie 25 séances, annexectomie pour retirer les ovaires. Est-ce que j'ai terminé de tout dire? Je ne sais plus. Et sous hormonothérapie actuellement. Voilà. La chimio, pour moi, s'est passée de manière assez bien. J'ai bien toléré la chimio. C'était assez particulier. Bon, je pense que j'étais bien quand même dopée à la cortisone. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très sportive. Donc, les lendemains ou les surlendemains de chimio, j'allais courir. Pas 10 kills, mais j'allais 3 ou 5. Et j'enseigne le yoga à côté de ma profession. Donc, c'est vrai que le yoga, ça a été mon allié tous les jours. Mais ça peut être aussi 5 ou 10 minutes. Donc, le sport fait vraiment partie d'une force intérieure qui m'a aidée justement à aller jusqu'au bout. Beaucoup de nausées pendant ces 4 premières chimios, c'était terrible. Avec un petit bébé qui avait 4 mois qui vous vomit dessus. Enfin, voilà, j'en passe. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué au niveau familial avec un petit. Et les premiers troubles, c'est quand même arrivé, je dirais, au printemps, au niveau de la mémoire. Je n'ai pas ressenti avant ça.
Et c'était juste, ouais, au printemps, ça a commencé, des choses, mais non, je n'avais pas rendez-vous, j'ai oublié les rendez-vous. Enfin, je vais y aller crescendo, mais les oublis de rendez-vous, j'ai failli mettre le feu 2 fois à la maison. Et encore une 3e fois la semaine dernière. Si mon mari regarde en visio, il l'apprend maintenant que j'ai laissé l'huile très longtemps sur le feu. Partir à Genève ce matin avec la poubelle dans le coffre de la voiture. Ne pas s'entendre, ne pas se mettre d'accord de savoir qui va chercher le petit à la crèche. Le petit reste à la crèche. Des petits trucs, enfin, des petites choses qui, pour finir, vous fatiguent énormément au quotidien. C'est compliqué. C'est compliqué. Et bon, alors la nuit, on n'en parle pas parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes maintenant qui sont en train de sortir au niveau... je pense que c'est une neuropathie. J'ai dans les mains et dans les pieds. Donc ça me restreint beaucoup mon sport et ça me frustre énormément. Et donc j'ai des douleurs nocturnes aussi. Et je ne dors pas. Donc déjà que je suis fatiguée la journée, je n'ai pas repris encore mon travail. Et déjà qu'il faut s'occuper des enfants le matin. Après, il faut s'occuper de soi parce que je crois que je n'ai jamais eu autant de rendez-vous médicaux de ma vie. Je pense qu'en chimio, on était encore peinard. C'était tranquille, mais là, j'ai... la réflexologue, le psychologue, le psychiatre, le masseur, je ne sais plus. Oui, l'oncologue, le gynécologue. Je crois que j'ai fait tous les neurologues, j'ai fait tous les hogs. Donc il y a beaucoup. Puis après, il faut récupérer les enfants. Puis il y a une deuxième vie qui commence avec les enfants. Donc je ne récupère pas. Et j'arrive pas à l'exprimer. Donc j'arrive pas à pleurer. J'arrive pas à me dire je vais faire une sieste. Parce que j'ai manque de temps. Je ne le trouve pas. Ou si le peu de temps que j'ai, je vais peut-être marcher. Ou alors je fais une demi-heure de yoga. Mais des fois, ouais, j'éteins mon téléphone maintenant pendant plusieurs heures dans la journée. Parce qu'au secours, j'en peux plus. Et après, j'appréhende d'allumer parce que je vais me dire qu'est-ce que j'ai oublié comme rendez-vous, qui j'ai oublié. Voilà, c'est un petit peu le schéma, mais c'est vrai que c'est fatigant parce que le corps a mal, la tête aussi, ça ne suit pas. Donc on dit au bout d'un moment, c'est fou. Donc j'ai un agenda papier, j'ai un agenda dans le téléphone, j'ai des rappels dans le téléphone. Quand je fais à manger, je mets l'alarme sur le four pour ne pas oublier maintenant. J'essaie de ne pas oublier d'aller chercher mon petit à la crèche. Donc ouais, c'est compliqué. Et c'est fatigant et c'est frustrant. J'ai 42 ans, je suis quand même dans un âge où on a quand même envie d'être actif. Et là, pour moi, j'ai le corps, il a pris 30 ans dans la figure. Alors, Sudoku, je ne sais pas jouer, mais j'ai pris des mots fléchés. Je n'arrive pas, j'essaye de lire. Je pense après une 12aine de livres, j'en ai commencé un. Je pense, sincèrement, je lis 2 pages le soir et après, encore, je vais aller retourner relire la page que j'ai lue d'avant. Impossible d'imprégner. Ouais. Et ça aussi, c'est compliqué. Voilà. Merci du témoignage. Bonsoir à tous. Jean-Louis, on m'a diagnostiqué un lymphome en mars 2020. Alors j'ai pris quelques notes. Le thème, c'est les troubles de la mémoire. J'ai pris quelques notes et avant de venir, je me suis aussi reposé pour être à l'aise, pour bien pouvoir parler parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais parfois il y a les mots qui ne viennent pas ou tout d'un coup je mélange les mots, donc peut-être qu'elle connaît aussi. Oui. Donc j'ai pris quelques notes. Et puis donc lymphome diagnostiqué en mars, c'était pendant la période du Covid. Donc là aussi c'était une période assez compliquée. Et pour commencer, peut-être juste pour revenir en arrière, alors je ne vais pas revenir à ma date de naissance, 66, autrement ça va faire un petit peu lent, donc maintenant vous savez que j'ai 55 ans. Le lymphome, c'était la taille d'une mandarine, donc il était assez conséquent. Et la prise en charge a été assez rapide. Je dis assez rapide parce qu'au début, c'était le début du Covid. Et on nous demandait de ne pas aller chez le médecin, de plutôt rester à la maison. J'ai suivi les instructions. Et au bout d'un moment, ça n'allait plus. Donc, j'ai consulté, ça allait très vite. Les symptômes, je ressentais comme des coups de couteau. Des coups de couteau qui traversaient du dos, enfin qui traversaient tout le corps. Au début, c'était un ou deux, et ensuite 3, 4, et toujours plus. Et là, à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis là, tout s'est enchaîné. J'ai eu droit à 8 séances de chimiothérapie, et ensuite 21 séances de radiothérapie. Pour la chimiothérapie, il y a 2 traitements qui ont été nommés. Je ne vais pas les nommer parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis,
bon, pendant la chimiothérapie, on en a parlé, hein, les effets secondaires, les nausées, la grande fatigue. Et on parlait des exercices physiques, du sport. Alors ça, j'ai toujours essayé de... Enfin, j'ai toujours fait l'effort d'aller marcher. Je me souviens, après la première séance de chimiothérapie, donc je rentrais à 8 h du matin et je ressortais à 15 h. Et j'étais complètement claqué, quoi. J'étais fatigué, épuisé. J'avais l'impression d'avoir 3 pour 1000 dans le sang, même si ça n'a jamais été le cas. Et puis, donc on allait marcher avec mon épouse. Donc je rentrais de la séance de chimiothérapie, on allait marcher, mais j'avançais à un rythme d'une lenteur incroyable, quoi. Je faisais 200 mètres, il y avait un banc tout près de chez nous, je vais m'asseoir, je repartais, c'était vraiment pas évident. J'ai perdu du poids, perdu les cheveux, les sourcils. Et puis, ce que je me disais toujours pendant cette période, j'essaie toujours d'être positif. Donc je me disais, bon, ok, c'est difficile. Je pensais toujours au lendemain. Je me disais, bah, demain, ça sera un petit peu mieux qu'hier, qu'aujourd'hui. Après-demain, ça sera encore mieux, toujours un peu mieux. Et il y avait cette période de 2 semaines où c'était assez compliqué. Puis après, il y avait une période d'1 semaine qui était meilleure, qui était mieux. Et là, plutôt que de me dire, ah mince, de nouveau une chimiothérapie, je me disais, ah ben, génial, la prochaine, ça veut dire qu'il y en aura encore une de moins. Donc c'était toujours mon état d'esprit, c'était d'aller de l'avant et puis de me dire, ben, ça ira toujours mieux, toujours mieux. Et ensuite, donc après les séances de chimiothérapie, de radiothérapie, on a discuté pour une reprise du travail avec la doctoresse Châtelain. Et elle s'est faite tout gentiment. J'ai commencé à 30%, ensuite 40%. Toujours très soutenue aussi par ma hiérarchie au niveau professionnel, aussi par les RH. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et puis, l'avantage aussi qui avait tombé dans ces périodes Covid, c'est que j'ai pu travailler depuis la maison. Et ça, c'était un gros avantage parce que, avec la fatigue, donc ce qui se passait, c'est qu'après ces séances, ce qui arrivait, c'est que j'avais toujours le même schéma. C'est-à-dire que donc j'avais de la chance de pouvoir dormir, contrairement à vous. Donc j'allais me coucher et après une nuit de sommeil, ce qui se passait, c'est que, et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que j'ai environ 4 heures pendant lesquelles je suis multitâche, je peux faire plein de choses, tout va bien. Et ensuite, il y a une fatigue qui arrive, ça vous tombe dessus, c'est difficile à expliquer, mais ça vous prend tout le corps. Et puis on est tout d'un coup très très fatigué. Et puis là, je vais faire des siestes de 2 à 4 heures. Et après, quand je me réveille, alors c'est plus le multitâche, mais ça devient le monotâche. Et le problème de mémoire, les problèmes de concentration. Et là, ça devient très compliqué. Et puis alors, j'ai plusieurs exemples, hein. Déjà au niveau professionnel, quand je travaille depuis la maison, donc là, ça allait, il n'y avait pas de problème. Et une fois par mois, je me rendais sur mon lieu de travail. C'est une collègue qui m'accompagnait pour éviter les longs transports, les trajets, hein, qui durent 1 heure pour aller sur mon site où je travaille. Et puis le retour, 1 heure, c'est pas possible de faire juste 1 heure. Donc une collègue venait me chercher. Et sur le trajet du retour, j'étais fatigué. La plupart du temps, elle me parlait. Je dormais dans la voiture. Et c'était tellement intense, ces 4 heures de travail. Quand je rentrais, je dormais là quasiment 4 heures. J'allais me reposer, j'étais fatigué. Et quand je me réveillais, on pourrait imaginer ou croire, il a dormi, c'est bon, tout va bien. Mais non, après, j'ai de nouveau des coups de fatigue qui arrivaient en fin de journée, c'était de nouveau dur. Je regardais des films, ça ne m'était jamais arrivé avant, mais là, je m'endors pendant les films, je m'endors. Mais par contre, j'arrive de nouveau, j'ai cette chance de pouvoir m'endormir assez facilement et de retourner dans ce fameux cycle. Et maintenant, alors, au niveau privé, la problématique, alors, des oublis, des pertes de mémoire, j'en ai noté quelques-uns, hein, mais il y en a beaucoup plus. Alors bon, je disais que je ne trouve pas mes mots. Parfois, quand je veux dire, j'ai une phrase à dire, et je croise les mots. Par exemple, je vais descendre à la cave. C'était je vais à la cave descendre. Et c'est mon épouse, ma famille, mes enfants qui me disaient, mais papa, là, c'est pas tout à fait ça. Des autres, on parlait de lecture tout à l'heure. Alors la lecture, c'est vrai que c'est juste pas possible. Et mon voisin m'a proposé les livres audio. On me dit, livre audio, pas de problème, c'est pour moi, c'est très bien. Alors, et c'était l'après-midi que je le faisais, donc après mes siestes. Eh bien, c'était une histoire qui était vraiment intéressante, qui me passionnait, enfin, de ce que je savais, de ce qu'il m'avait raconté. Mais j'ai commencé, puis après 2-3 minutes, mon esprit n'était plus là. Donc je me dis, mince, c'était quoi? Alors je revenais en arrière, je recommençais, puis après 3 ou 4 fois, je dis,
c'est pas ça, ça sert à rien, donc on abandonne hein, finalement. Donc la même chose. Autrement, quand je faisais, alors ça je le fais plus maintenant l'après-midi, mais quand je faisais mes paiements, je me trompais de compte, ou je me trompais de montant, et c'est mon épouse qui me disait, mais attends là tu t'es trompé, donc effectivement c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais une fois à la cuisine, j'allais pour préparer à manger, et tout d'un coup je me suis retrouvé à me demander, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais tiens, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je dois faire à manger. Ah oui. Ça arrive aussi, ça? Oui. Oui. Et c'est terrible parce que l'espace d'un instant, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je dois faire à manger. J'avais décidé de faire une salade de maïs. J'ouvre la boîte, c'était une sauce tomate. Donc, ce n'était pas top pour ma salade de maïs, hein, ce n'était pas extraordinaire. Ah, mais c'est fatigant. Ah non, mais c'est terrible. Ou bien une fois, en débarrasse, je prends un verre. Demandez-moi pas pourquoi j'ai uniquement pris un verre, j'aurais pu prendre plus. Hein. Le minimum syndical, ça aurait été de prendre au moins une assiette, des services. J'ai pris un verre. Je fais 3-4 pas, le verre était vide, et je l'ai lâché, il est tombé, il s'est cassé. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus de force. Déjà eu aussi, oui. Donc c'est aussi, ça fait bizarre. Et puis on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? D'autres exemples, j'ai décidé, alors toujours l'après-midi, hein, après mes siestes, pas le matin quand tout va bien, je vais à la boucherie pour faire des achats, pas très loin de chez moi, 10 minutes à pied, un petit peu moins. Je vais pour acheter 4 choses, 4. Je rentre à la maison, j'en avais acheté qu'une. J'avais oublié les 3 autres. C'est ma vie, tous les jours, c'est ça. Ou bien une autre fois, je vais à la poste, j'arrive dans la poste, ah mince, j'ai oublié le masque. C'est pas plus loin, c'est 12 minutes, pas beaucoup plus loin. Je retourne à la maison, je prends mon masque, je suis tout fier, c'est tout bon. J'arrive dans la poste, ah, j'ai oublié l'enveloppe et la lettre, voilà, exactement. Donc je retourne, mais ça me fait marcher, ça fait de l'exercice, c'est ce qu'on disait. Donc il faut voir le positif. Autrement, ce que j'ai fait aussi, ça c'était plus embêtant. On était parti faire quelques jours de vacances à la montagne. Et le but du voyage, c'était de monter à la Jungfrau. On a acheté les billets, on a passé 3 nuits dans l'Oberland bernois. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, il y avait ces billets, on l'a su seulement 3 jours après, mais un des soirs, j'ai pris les billets pour monter à la Jungfrau, qui étaient posés sur la table de nuit, la commode. Je les ai jetés. Et puis le matin, quand on devait partir, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient plus là, que je les avais jetés. Donc du coup, on n'a pas pu monter à la Jungfrau. C'est embêtant, c'est gênant, mais mon épouse, merci, elle est très compréhensive. Et puis, plus proche des derniers exemples que je peux vous donner, c'était hier, pas plus tard qu'hier. Je devais retrouver mes filles à Nyon. J'habite un petit village en dessus de Nyon. Et puis, j'étais parti un petit peu en avance. Et je me dis, il n'y a plus beaucoup d'essence, je m'arrête pour faire le plein. Je fais le plein, j'avais encore un peu de marge. J'arrive à la caisse, ah, pas de porte-monnaie. Ah, pas de permis de conduire. Je dis, moi, je vous donne le permis de circulation, je vais rechercher l'argent pour qu'il tolère, qu'il me laisse partir, qu'il me laisse rentrer. Quand j'en ai parlé à mon épouse, à mes filles le soir, ma fille me dit, mais tu avais ton téléphone, pourquoi tu n'as pas payé avec Twint? J'avais oublié, on parle des problèmes de mémoire, j'avais oublié que je pouvais payer avec Twint. Et puis encore peut-être un dernier exemple, ça c'était aujourd'hui. Je voulais faire un ristretto, hein. Je mets la petite tasse. Ce que je fais, j'appuie sur grand. Donc tout ça déborde, je dis, ah mince, c'est pas possible. Alors plutôt que de vider un petit peu, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout vidé et je recommence. J'ai appuyé sur quelle touche? Grand, voilà, exactement. J'ai appuyé sur grand, je dis, mais c'est pas possible. Alors après, je me suis dit, non, concentre-toi. J'ai pris ma tâche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vidé de nouveau, hein, ça, ne me demandez pas pourquoi. Et après, j'ai fait juste, donc ça, c'était bon. On ne va pas nous mettre en colloque, hein, nous deux, parce qu'alors non, là, ça risque d'être difficile, oui, exactement. Et des exemples comme ça, j'en ai beaucoup, mais... et puis, dans tout ça, quand même, ce que j'aimerais dire, ce qui a été une grande aide pour moi, pour tout ce processus, je les ai notés. Hein. Tout d'abord, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours essayé d'être positif et tourné vers l'avant. Je me dis, ma foi, c'est comme ça, ça fait partie des choses. On peut dire il y a un avant et un après, mais pour moi, ce avant-après, je trouve qu'il y a une connotation négative. Et je préfère dire, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, je dois faire avec, je sais que c'est comme ça, peut-être que ça ira mieux, j'espère que ça ira mieux, tout le monde l'espère, mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça, je sais que je dois faire avec, alors on s'adapte. Quand on était parti en vacances à la montagne, on va faire une balade le matin, je rentre me coucher, et on fait une petite balade l'après-midi,
ou quand on prévoit de faire quelque chose de peut-être plus long sur la durée, on est allé faire un tour à vélo qui était bien plus long, ben, à un moment donné, bon, on est allé manger, est arrivé le fameux coup de fatigue hein, qui vient d'un coup. Ben, je me suis couché dans un champ, j'ai dormi un moment, et puis après on est reparti, puis ça allait bien. Donc je fais avec. C'est mon état d'esprit. Je me dis, il faut aller de l'avant, il faut être positif. Ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur, de se dire, ah, avant c'était mieux, ben, ma foi c'était comme ça, maintenant c'est différent. Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, toujours évident. Hein. Il y a ma maman qui était venue pour la fête des mères. Et puis ben, forcément, on discute un petit peu, on ne mange pas tout de suite. La fatigue arrivait, ma maman me parlait, je m'endormais pendant qu'elle me parlait. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je suis désolé, je suis monté me coucher. Et puis 2h30, 3 heures après, je suis revenu. J'ai loupé une petite partie, mais j'étais quand même là. Ou plus près d'ici aussi, un autre exemple, c'était notre fille qui fêtait ses 20 ans. Et avec cette période de Covid, ben, on ne voyait pas forcément les proches, la famille. Et puis là, ben, c'était l'occasion de revoir tout le monde. Et quand les premiers invités sont arrivés, ben, je suis monté me coucher, je suis monté me coucher. On n'était pas chez nous, donc les gens, les proches, les amis savent ce que je vis. Et quand j'arrive, ils me disent, ah, ben, on a préparé un endroit pour toi, c'est là que tu pourras aller te coucher. Donc je visite les chambres à coucher de la famille, des proches, des amis, et puis je vais me reposer un petit moment, 2 heures, ça dépend, 1h30, 2 heures. J'ai essayé plusieurs choses. Alors, la doctoresse Chatla me disait toujours, mais il faut écouter son corps. Mais j'ai quand même essayé en me disant, bah, tiens, si je mettais le réveil, et puis je dors qu'une demi-heure. Mais c'est encore pire parce qu'après, j'étais tellement fatigué, comme si j'étais dans un décalage horaire. Après, je me suis dit, tiens, et si j'essaie de rester dormir plus longtemps? Mais non, je crois que la meilleure chose, c'est d'effectivement écouter son corps et puis se reposer, dormir. Et puis finalement, la chance, c'est ce dialogue, et j'apprécie vraiment beaucoup hein, le dialogue ouvert qu'on a avec la doctoresse Chatelain, c'est qu'on pourrait imaginer hein, un docteur ou une doctoresse qui vous dit bah, écoutez, bah, c'est la fatalité, c'est la fatigue, c'est comme ça, bah, ça arrive, c'est le stress, ça arrive, ça ira mieux, vous verrez. Non, non, elle est à l'écoute, on a cherché des pistes. Et puis je parlais tout à l'heure aussi de mon employeur. J'ai eu beaucoup de chance parce que tant au niveau ressources humaines qu'au niveau supérieur hiérarchique, ils ont toujours été très à l'écoute, ils ont toujours été très arrangeants et c'était pas l'employeur qui me disait il faudra que tu viennes, il faudra que tu fasses ça, mais c'était l'employeur qui me demandait, donc tant au niveau RH qu'au niveau hiérarchique, qui me demandait mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'arranger, qu'est-ce qui t'arrangerait, qu'est-ce que tu voudrais faire, et ça c'est vraiment un point aussi qui est vraiment très positif et à relever. J'espère que j'étais pas trop brouillon. C'était magnifique. C'était bien. Merci beaucoup à vous deux pour ces témoignages. Avant qu'on vous pose des questions, on va laisser Dr Eshmavé nous expliquer un petit peu l'ensemble de ce problème. Et puis après, on va revenir des questions pour vous et puis entendre les questions du public. Merci Dr Eshmavé. Bon, au début, je voudrais juste vous remercier pour cette invitation. Pour discuter avec vous ce sujet très intéressant. Bon, le chemobrain, c'est un terme qu'on utilise depuis 10 ans. Ça apparaît de plus en plus dans les publications scientifiques, dans des articles. Il y a 30 ans en arrière, on n'en parle pas du tout. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça apparaît maintenant? Il y avait toujours des cas. Il y a plus de survivants. Il y a un grand progrès dans le traitement de cancer, un grand progrès dans le côté pharmaceutique. Donc il y a plus de survivants. Ils attendent plus un retour à la vie normale et une très bonne qualité de vie. Donc on commence à parler de la mémoire. Il y a 30 ans en arrière, c'était juste survivre, c'est un grand succès. C'est bon. J'ai survécu le cancer qui est mortel. Pour moi, c'est bon. J'attends pas, en tant que patient, un retour à la vie normale d'avant. Maintenant, avec ce progrès, on voudrait reprendre le travail, la vie familiale, la vie professionnelle, tout comme avant. Donc, si on a des problèmes de mémoire, ça empêche de revivre tout ce qu'on avait avant dans la famille, au travail, dans la société. Et c'est pour ça qu'on en parle plus. Et c'est pour ça qu'il y a plus de publications. Et c'est pour ça qu'il y a ce terme assez moderne, le chemobrain.
qui était utilisé sur Facebook, le média, par le survivant du cancer. Donc, ce n'est pas un terme médical. C'est un terme qui était utilisé au début aux États-Unis parmi les patients pour décrire ce problème de mémoire chez des patients qui ont survécu en cancer. Surtout le cancer de sein, parce qu'il y a énorme progrès dans le traitement. Donc, il y a plus de patients qui ont survécu le cancer de sein. Donc, c'est pour ça que ça a été utilisé parmi ces patients. Le chemobrain. Il y avait un autre terme qui n'est pas trop utilisé maintenant, c'est le chemofogness. Le fog, c'est le brouillard. Je crois que chemobrain, c'est plus chic. Intellectuel. Intellectuel. Donc, il a eu plus de succès dans le média et dans le monde scientifique. Même il y a des articles qui utilisent le terme chemobrain. Moi, j'aime bien chemofog parce que ça explique vraiment ce que c'est. Hein. Oui, c'est la oui. tête dans le brouillard. Oui. Et, on est vraiment dans le brouillard. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce que monsieur a expliqué, c'est le fog, le brouillard. Pour parler de chemobrain et le trouble cognitif associé à un traitement de cancer, la chimiothérapie, il faut penser de l'étape avant. Donc, les débuts de symptômes, le stress, l'anxiété, la dépression, l'annonce du diagnostic de cancer, les visites chez les médecins, les visites chez l'oncologue, tout ça, c'est neurotoxique. Le stress est neurotoxique. Il y a beaucoup d'articles médicaux qui parlent de stress chronique comme un élément très neurotoxique. Donc, ça peut induire des troubles cognitifs, le stress en soi. Si on ajoute la dépression, l'anxiété, on peut trouver un patient avant la chimiothérapie avec le même tableau. Donc, le mental fogness, donc le brouillard. Il y a des patients qui consultent même avant la chimiothérapie, avant la chirurgie, parce qu'ils constatent qu'ils ne sont pas dans l'état normal. Ils oublient tout, il y a des problèmes d'orientation, il y a des problèmes d'attention, concentration. Ils n'arrivent pas à suivre une série à la télé, un film à la télé. Tout ça, même avant la chirurgie, avant la chimio, avant la radio. Et on fait les tests au centre de la mémoire, même un simple test de dépistage, on voit qu'il y a un problème. Le médecin traitant, le médecin généraliste peut constater qu'il y a un problème de mémoire. Après vient le stade de traitement. La chirurgie, l'anesthésie, le stress avant, la période opératoire, post-opératoire. Est-ce que l'opérateur a bien reçu l'opération ou pas? Est-ce qu'il y a des complications? Le hospital stay, le temps à l'hôpital, les visites, le suivi chez les chirurgiens. Tout ça, ça épuise plus le cerveau. Après vient la chimiothérapie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un mécanisme clair. Comment le cerveau, c'est quoi le mécanisme actuel de chemobrain? Est-ce que c'est que une sorte de perturbation anatomique, c'est juste moléculaire? Parce que chez beaucoup de patients, on fait une IRM, donc l'imagerie cérébrale, même un PET scan, PET FDG, donc c'est une imagerie plus avancée pour voir les métabolismes de glucose dans le cerveau, et on ne voit rien. Donc le cerveau, il est sain, il est bien. Il n'y a pas de région qui ne fonctionne pas, au niveau anatomique, le cerveau, il est bien. Mais le patient se plaint, il dit que ça ne va pas du tout. Moi, j'ai un problème, une mémoire défaillante, je ne me concentrais pas, tout ce que disaient monsieur et madame. Mais sur l'IRM, on ne voit rien. Le PET scan, il est normal. Surtout chez les jeunes, parce que le cerveau fonctionne. Mais il y a les plaintes cognitives. Mais juste, est-ce que c'est une question simplement parce que l'imagerie n'arrive même pas à montrer ce qui se passe, parce que c'est peut-être en dessous de la sensibilité de l'imagerie, ou est-ce que véritablement le cerveau fonctionne vraiment bien
Qu'est-ce qui fait que, effectivement, l'imagerie actuelle, même si on a des symptômes, ne montre rien? À mon avis, bon, on a fait quand même un grand progrès dans l'imagerie cérébrale, mais moi, personnellement, je prends en compte les symptômes. Donc, si le patient se plaint, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à détecter sur l'IRM, sur le PET. On appelle ça, il y a un nouveau terme dans le monde de cognition qui s'appelle le Subjective Cognitive Decline. Donc, le déclin cognitif subjectif. Donc, le patient, il arrive, il dit que ça ne va pas, ma mémoire ne va pas du tout bien, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai fait des fautes au travail, je prends beaucoup plus de temps pour faire des tâches simples. Et on fait tous les tests, examen neuropsychologique, IRM, et tout va bien. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus Mais difficile. c'est un diagnostic. Ouais. On met un diagnostic. Parce que vous faites tout ça, puis on vous dit, mais tout va bien, tout est normal. Puis à ce moment-là, on doit se dire, mais c'est moi alors, c'est moi qui ne vais pas. Non. C'est l'imagerie. On a besoin d'imagerie plus avancée. Mais ça reste juste mais c'est horrible. Un pourcentage. Ah ouais. Mais c'est pour ça que c'est important, c'est ce que vous avez dit. J'entends la plainte des patients. Et je pense que c'est extrêmement important. Et puis oui, la réalité. Ouais. Et c'est peut-être que dans ces dernières années, on n'avait pas fait. Oui, on n'a pas écouté. Ou parce qu'on n'avait pas d'explication, on écoutait vaguement, puis on mettait un petit peu de côté, puis on allait parler d'autre chose. Parce que déjà, comme médecin, on est toujours très mal à l'aise quand on n'arrive pas à expliquer les choses. Et actuellement, on n'arrive pas à expliquer les choses, puisque l'IRM, le PET scanner est normal, et les tests encore neuropsychologues. Moi, j'envoie les patients chez un neuropsychologue, puis effectivement, la plupart du temps, on dit « mais tout va bien, merci beaucoup ». Oui. Et il y a aussi, bon, je ne peux pas dire que tous les patients qui ont des symptômes, ils font les tests, l'examen, le bilan cognitif, et c'est normal. Donc, il y a des patients qui arrivent avec des plaintes, et on fait la batterie de tests, et on voit le problème. On fait une IRM, mais ça arrive surtout chez des patients plus âgés, parce que le cerveau il est plus fragile. Et il y a plus de facteurs de risque cardiovasculaires, il y a plus de maladies chroniques, et il y a l'âge aussi. Même chez les jeunes, quand on fait les tests, et on voit qu'il y a, par exemple, des régions dans le cerveau qui ne prennent pas le glucose comme il faut, de façon harmonieuse. Ça veut dire que le cerveau a été affecté par la chimiothérapie ou par la dépression et l'anxiété. Parce qu'on a fait plusieurs études sur les patients déprimés, sans cancer, sans chimiothérapie. On a trouvé que la dépression affecte le cerveau. Et quand on fait le PET-FDG, donc l'imagerie à la glucose, on voit des régions qui prennent moins le glucose que dans le contrôle. Les patients, la population contrôle. Donc ça veut dire que même la dépression ou l'anxiété peuvent affecter le fonctionnement du cerveau. Le problème, c'est que sur l'IRM, parce que nous, on ne demande pas le PET-FDG à tout le monde parce que ça coûte cher. Et le problème c'est que l'assurance refuse la plupart du temps de le payer. C'est un examen quand même qui coûte autour de 3 000 francs. Dans le protocole au centre de la mémoire, on fait quasiment pour tous les patients une IRM. Pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'IRM, il faut un niveau d'atrophie détectable. Et la plupart des cas, dans la plupart des cas, on ne voit pas ça. On ne voit pas au niveau anatomique, il y a quelque chose qui ne va pas. Une atrophie de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un endroit très profond dans le cerveau, responsable de la mémoire récente et la mémoire spatiale. Surtout la mémoire à court terme. On l'appelle des hippocampes parce que ça ressemble aux hippocampes. Si vous voyez des images, c'est comme des hippocampes. Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi faire une imagerie si de toute façon, c'est quelqu'un de jeune, on ne voit rien? C'est mettre une image pour leur dire qu'ils ont un super beau cerveau. Et puis ça nous frustre encore plus de savoir qu'il n'y a rien, entre guillemets. Oui. Ça nous inquiète encore plus, pour le coup. Est-ce que c'est parce que le cerveau il est en état de choc depuis l'annonce et du coup on est un peu stock comme ça, on est un peu figé? Ou il y a quelque chose qui se passe au niveau moléculaire. Ce n'est pas anatomique. Donc, parce que la chimiothérapie diminue la neurogénèse
il affecte le ADN de neurones. Et tout ça, on ne le voit pas sur l'IRM. Pour voir quelque chose sur l'IRM, il faut quand même une masse, une atrophie détectable. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à dire que c'est quoi le mécanisme de Chimo-Brain, ou c'est multifactoriel. Moi, personnellement, je suis pour l'hypothèse que ça soit multifactoriel. L'aspect thymique, l'aspect psychique, l'aspect, bon, le mécanisme moléculaire, et voilà. Parce que la médecine adore le multifactoriel, hein, parce que oui. souvent, c'est vrai, il n'y a pas qu'une cause. Hein. Et puis, dans l'oncologie, c'est la même chose. Hein. On dit souvent c'est multifactoriel. Mais probablement, il y a un lien de... Concrètement, parce que je me mets à la place du patient, on se trouve dans cette situation où, effectivement, hein, on souffre. Hein, c'est une souffrance. Vous l'avez très bien décrit, véritablement. Et puis de se dire, mais... Est-ce que je vais récupérer? Est-ce que je vais rester tout le temps comme ça, même si on est très résilient, positif comme vous l'êtes? Je pense qu'à un moment donné, on doit se poser la question, mais est-ce que ma vie sera faite de ces manques de mémoire? Concrètement, pour l'oncologue ou les oncologues que nous sommes, hein, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on doit référer de toute façon à une consultation spécialisée neurologique? Est-ce qu'on doit programmer une IRM mais qui ne sert à rien? Ou pas souvent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que des examens sanguins qu'on devrait faire? Qu'est-ce que concrètement l'oncologue devrait faire? Parce que c'est le premier qui constate ça. C'est souvent dans le dialogue hein, qu'on se rend compte, effectivement. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut le transmettre à son médecin et pas penser qu'on est unique. Ce soir, c'était aussi pour démontrer que finalement, hein, 30-40% des patients, même peut-être plus, qui ont ces traitements, souffrent de ces troubles de mémoire. Donc vraiment communiquer au médecin. Et puis une fois que le médecin a ça, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Très, très bonne question. C'est sûr. Je vous donne un exemple. Je reçois au centre de la mémoire un patient avec un antécédent de cancer de sein. Il a pris le traitement, il se plaint de troubles de la mémoire. On ne peut pas faire tout d'un coup. On fait d'abord un test de dépistage. Le MMSI, le MoCA, c'est des tests simples, juste pour voir, ce n'est pas le MoCA café, c'est Montreal Cognitive Assessment. MOCA. Vous pouvez trouver les deux sur Internet. Là, maintenant, il faut payer. Ça était gratuit il y a quelques années, mais là maintenant... On ne peut même pas le faire avant pour avoir une évaluation avant traitement, après traitement. Justement. On peut intégrer ce test de dépistage dans le protocole, la première visite d'un patient, ou je ne peux pas dire la première visite, même après le diagnostic, on fait un test. Le MoCA maintenant c'est plus à la mode parce que ça teste plus les fonctions exécutives et on voit après la chimiothérapie plus de problèmes au niveau exécutif qu'au niveau pratique, au niveau mémoire. Donc c'est mieux de se focaliser sur les fonctions exécutives. Donc on fait un test avant et un test après. Vous pouvez expliquer ce que c'est les fonctions exécutives, parce que je pense que y a oui, les fonctions exécutives, c'est tout ce que raisonnement de cette situation, la programmation, la planification. Par exemple, préparer une tasse de café. Ça c'est les fonctions exécutives. Les fonctions pratiques, c'est juste, je prends la tasse, je le mets ici, je bois, purement juste le mouvement, comment je fais. Mais les fonctions exécutives, est-ce que je mets la tasse avant ou je presse le bouton, ou je change le bon. Qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je mets le sucre, pas le sucre? Cuisiner. La planification d'un voyage, tout ça, des fonctions exécutives. Il y a aussi une partie de langage. La citation et tout ça, c'est des fonctions exécutives. Et on voit plus de problèmes au niveau exécutif après la chimiothérapie que plus que d'autres domaines, la mémoire, l'attention, la concentration. Ça peut être touché, mais il y a plus de problèmes au niveau exécutif. Donc, on fait un MoCA avant, un MoCA après. Mais pas le MoCA. J'aime bien ce test. Et là, on a un comparatif.
est-ce que le fonctionnement cognitif a baissé ou pas? On peut voir ça. Et selon le résultat, on peut adresser le patient au centre de la mémoire ou chez un neuropsychologue pour faire... Parce que l'examen neuropsychologique, quand même, c'est un examen qui prend du temps, entre 1 heure et demie. Les neuropsychologues, ils sont bien occupés, ils ont beaucoup de patients. Donc, on ne peut pas demander aux neuropsychologues de faire des examens pour tout le monde. Ça ne marche pas. Donc, c'est cas par cas. D'abord, on voit le patient. Si le test est normal, on peut dire qu'on peut voir l'évolution. Si ça s'améliore, tant mieux. Si ça reste en forme de plateau, OK, on observe, wait and see. Et après, si ça se dégrade, là, c'est alarmant. Donc, il faut faire un bilan cognitif complet. Donc, pour vous tous, il faut vous observer. Est-ce que j'ai un problème de mémoire, de concentration, d'attention maintenant? Est-ce qu'après 3 mois, 6 mois, c'est la même chose? Ça s'améliore un peu, c'est rassurant. Mais si ça se péjore, non, il faut tirer la sonnette d'alarme et faire un bilan cognitif, y compris imagerie, IRM, PET scan et tout ça. Et donc, si en tant que patient, effectivement, j'ai constaté ça, je m'observe, et comment est-ce que je peux améliorer les choses? On a parlé de Sudoku, moi je trouvais ça très bien, même si ce n'est pas un jeu qui me passionne beaucoup, mais est-ce que de stimuler, comme on dit, il faut reprendre un exercice physique, est-ce que de stimuler nos cellules nerveuses, est-ce que ça peut aider? Ça peut aider, effectivement. Bon, l'exercice physique, on a fait beaucoup d'études sur l'exercice physique, plus que sur l'exercice mental. Est-ce que l'exercice mental est étonnant, non? neuroproductif ou pas? Je peux dire oui, mais avec plus d'assurance au niveau exercice physique. Parce qu'il y a plusieurs études, même il y a, je crois, il y a 4 ou 5 ans, le Alzheimer Journal, il a donné son prix à une étude qui a été faite sur l'effet neuroprotecteur d'exercice physique. Donc, c'est confirmé. Mais je souligne que l'exercice physique, ça ne veut dire pas je marche 15 minutes 2 fois par semaine. Il faut au moins 30 minutes 6 fois par semaine, au plus. Ça tombe bien parce que c'est la même chose qu'il faut faire pour son corps, pour rééduquer son corps. C'est exactement ce que l'on propose. Ouais. 30 minutes, 45 minutes de marche, mais ce n'est pas la marche de shopping. C'est une vraie marche, 45 minutes, 6 fois par semaine, 7 sur 7, c'est mieux. C'est un neuroprotecteur et cardioprotecteur aussi, les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a un grand chapitre, c'est le chapitre de coping, à vivre avec. Parce que ce n'est pas en claquant les doigts, je vais faire tout ça disparaître. Même si je visite les meilleurs spécialistes de troubles neurocognitifs au monde, ça va me faire améliorer les choses comme ça. Donc, je vais vivre avec certains temps. Et comment on fait? Utiliser un agenda, les post-it. Il ne faut pas oublier de lire l'agenda après, c'est ça qui est compliqué. Le smartphone, faire des siestes, faire des pauses. Éviter les multitâches, parce que ça épuise le cerveau. Écouter le corps, c'est très très important. Il ne faut pas forcer, parce que ça va vous mettre en difficulté. Et ça va augmenter l'anxiété et la dépression. Et après, c'est un cercle vicieux. On peut devenir déprimé juste à cause de ça, parce qu'on n'est pas fonctionnel. Et parce qu'on met la barre très haut. Là, on a 2 patients qui sont absolument des patients modèles, hein, parce que tout ce que vous avez dit, vous le faites. Oui. Donc bravo. Hein. Maintenant, vous êtes dans un parcours qui est 1 année après la fin des traitements. Donc, et on le voit, et tu l'as présenté dans les données, hein, c'est quelque chose qui est évolutif, mais dans le temps. Je ne sais pas si vous confirmez effectivement que l'amélioration est lente, progressive, mais sur 4, 5, 6, 10 ans. Donc, mais il y a dans la plupart des cas, il y a une amélioration. Est-ce qu'un retour à la normale, un retour à l'état d'avant? Oui. C'est la plupart du temps, c'est réversible. Oui. La plupart du temps, c'est réversible. Parce que le coping, c'est important. Oui, je veux bien coopérer avec, mais il faut que je sache quand même que ça va s'améliorer. Oui.
Surtout, bon, l'âge quand même, c'est un facteur important. Est-ce que les troubles sont réversibles? La plupart du temps, oui, c'est réversible. Ça prend du temps. Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est quelques années? Je ne peux pas vous donner une réponse claire. Et après, il y a une question aussi importante. Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que je peux prendre des pastilles pour faire disparaître ça? Et il y a un traitement. Il y a des traitements. Mais ça reste... C'est une alerte pour la mémoire. Excusez-moi. C'était Le timing. C'est le timing. C'est le timing. On a 1 minute. Ah non, j'ai encore une question. Hein. Bah, Ok, bah, il y en a j'ai peut-être fait d'autres qui ont des questions. Ouais. Il y a des traitements pro-cognitifs. Il y a le traitement un groupe de traitements qu'on utilise pour le TADA, le trouble d'attention et d'hyperactivité, surtout chez les jeunes. La Ritaline, par exemple, le Concerta. Il y avait des essais. Il y a des médecins qui ont utilisé ça, on a fait des études sur ça, et ça a montré des résultats positifs. Est-ce qu'on peut généraliser ça comme une indication? Est-ce qu'on peut dire que c'est une indication pour le chimio brain? Je ne peux pas dire, mais c'est décrit dans la littérature. À voir comme ils en souffrent, parce que ça quand même empiète sur leur quotidien. Est-ce que de leur proposer, après un bilan neuropsy... Mais sous surveillance médicale. Il y a la Aricept, c'est un traitement pour la maladie d'Alzheimer, c'est un traitement pro-cognitif. Il y a la mémantine, on peut l'utiliser aussi. Et à noter que chaque traitement a ses effets secondaires, au niveau cardiaque, au niveau gastrique et tout ça. Bon, Il y a des effets secondaires. C'est difficile, hein. Souvent c'est que on a des conséquences d'un traitement et pour pallier ces conséquences du traitement, on propose un autre traitement. Et quelquefois c'est difficile à accepter. Peut-être le sudoku. Oui. Je préfère le sudoku, le Scrabble, oui. Sudoku. Alors, je vais couper un tout petit peu la parole, mais alors merci beaucoup. Hein, c'est en tout cas un sujet, un débat très intéressant. Je pense qu'on va donner un petit peu la parole au public. Il y a peut-être des questions dans le public parce que le temps avance. Et sur le net. Et sur le net aussi. On a répondu à toutes les questions. Moi j'aurais une question, hein, parce que le problème, un des problèmes, c'est ce que vous avez dit, vous avez des ressources humaines, c'est professionnel. Oui. Les ressources humaines, vous avez un employeur qui est absolument admirable, qui a compris, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'à vous voir, mais magnifique, vous allez en pleine santé, vous revenez au travail, et puis pourtant vous êtes à 20, 30, 40% de vos capacités, rien que le fait du problème intellectuel, et cognitif, pas intellectuel. Et ce qui fait qu'on se trouve en difficulté au niveau professionnel. L'assurance invalidité, extrêmement difficile de faire comprendre ce qu'est les troubles de concentration, les troubles mnésiques, la fatigabilité, c'est absolument pas pris en compte. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui devrait changer parce que c'est conséquent. Maintenant qu'on a pris conscience, depuis les années 90, qu'il y a des toxicités neurologiques de nos chimiothérapies, actuellement, on ne le prend pas en compte pour les problèmes d'incapacité transitoire de travail et d'assurance invalidité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir faire remonter, parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, comment ça s'est... Vous avez repris votre travail? Non, je n'ai pas repris mon travail encore, et je ne me sens absolument pas prête. Et pour l'instant, j'ai un agenda qui est tellement rempli avec tous les thérapeutes, tous les rendez-vous que j'ai pour les problèmes que j'ai aussi, et avec le petit qui prend beaucoup de place, qui a 15 mois, 18, Dr Dreher, je ne sais plus combien il a, mon fils. Mais non, c'est 18, parce qu'il est né le même jour que moi, avec quelques années moins pour moi. J'ai des bonnes relations avec mon employeur, mon chef prend de mes nouvelles. Je fais partie des ressources humaines. Donc, voilà. On va prendre ce flambeau en main et on va travailler là-dessus. Je ne suis pas un bon exemple, mais c'est vrai que la personne qui travaille avec moi, qui est une très bonne amie aussi, est très conciliante, mais on ne m'a pas encore posé la question, tu reviens quand? Sachant que je termine quand même... Mais il y a un compte à rebours, il y a les 720 jours, et je trouve ça qui est extrêmement difficile. C'est terrible. Ouais. Alors je me posais la question, est-ce que justement d'avoir une évaluation neuropsychologique, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses à mettre en évidence, ce que vous avez expliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour soutenir un dossier assurance invalidité quand on a des troubles mnésiques?
Très très bonne question. L'AI prend en charge des patients qui ont un problème très clair. Parce qu'au centre de la mémoire, par exemple, on reçoit 10 patients. 6 patients, ils ont un diagnostic de SCD, donc Subjective Cognitive Decline. Ça, c'est exclu, parce que oui, le patient souffre, mais il n'y a rien sur le bilan. Le bilan, il est normal. L'étape après, c'est le MCI, c'est le Mild Cognitive Impairment, le trouble cognitif léger. Ça aussi, on oublie, parce que le terme léger, devant l'AI, non, le patient peut reprendre le travail ou trouver un autre travail. Donc, les cas, je trouve que les cas qui sont pris en charge par l'AI, c'est Alzheimer, démence frontotemporale, des choses comme ça. Mais c'est des cas, la plupart, 95%, 99% des cas sont après l'âge de 65 ans. Donc l'AI n'entre pas en matière. Ouais, sauf la démence frontotemporale, ça commence tôt. Mais malheureusement, l'AI doit avoir dans le dossier une IRM avec des vraies lésions, un bilan neurocognitif positif. Mais SCD, MCI, et c'est très très souvent le cas de survivants de cancer, c'est difficile à faire le dossier passer. Je ne sais pas, dans le public, si quelqu'un a eu des difficultés de faire reconnaître ces problèmes nésiques au travail. En tout cas, je trouve que c'est une souffrance supplémentaire que l'on inflige aux patients et de nouveau l'impression de ne pas être entendu, pas être compris. Je ne sais pas si vous voulez témoigner, madame, avec un petit micro que Anne-Claude va vous donner rapidement. Mais on n'arrive pas à tourner les caméras, donc vous ne serez pas filmé. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Ah, vous tournez? Si. Bravo. Ouh là là. Quelle technique. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je suis à 18 mois de chimiothérapie avec des neuropathies assez importantes qui m'ont fait perdre la moitié de mon emploi. Par contre, j'ai aussi eu des troubles de mémoire. Je me retrouve vraiment dans ce qu'ils ont raconté. J'ajouterai rien de plus parce qu'il y a tout, les casseroles qui brûlent, on ne sait plus où on va avec la voiture. Vraiment un danger. Bon, là-dessus, j'ai fait d'énormes efforts de concentration. J'ai fait des entraînements de mémoire à retenir des poèmes, des phrases, des mails professionnels pour pouvoir retourner au travail en me disant ils ont changé ça de place, ils ont acheté un nouveau matériel. Ça, je vais vraiment l'enregistrer pour pouvoir en parler avec mes collègues quand je vais revenir. C'était toujours quand je vais revenir. Et j'ai dû me rendre compte que y a des choses que je ne peux pas revenir, ça c'est sûr. J'ai des troubles de la mémoire, mais j'essaye que ça ne se voit pas. Je prends beaucoup de post-it. Après, je ne sais plus où je les ai collés. Mais je note tout, j'ai peur d'oublier. Et vraiment, cette pression au niveau professionnel de vouloir vite retrouver une activité pour être de nouveau normale. Et ça, c'était très, très important pour moi, de revenir. Alors, on m'a freiné, il ne faut pas revenir tout de suite, vous êtes encore fatigué, une grande fatigabilité qui est difficile à justifier. Mais oui, j'ai écouté, je ne suis pas revenue tout de suite, mais ça me démangeait vraiment. Et j'en suis encore aux post-it, aux étiquettes qu'il faut que je colle contre ma blouse, enfin vraiment des petites astuces pour que ça passe inaperçu. Alors mes supérieurs hiérarchiques sont ici, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et oui, c'est des efforts. Il faut vraiment entretenir, retenir des textes, des poèmes, n'importe quoi, des chansons, des paroles de chansons. J'ai l'impression d'avoir plus entretenu ma mémoire depuis 1 an et demi qu'avant, où je me laissais vivre. Là, ça demande vraiment de la concentration. Lire des modes d'emploi, ne rien oublier, souligner, des petites astuces. Et j'espère encore que ça va s'améliorer. Mais ça fout vraiment un coup au moral parce que moi, l'oncologue m'a dit « c'est la fatigue du traitement, vous verrez, ça va aller mieux après ». Mais les neuropathies, elles ne vont pas mieux non plus. Et le cerveau va un peu mieux, oui, ça c'est sûr, mais avec des astuces, avec des pièges, avec des... Ouais, c'est vrai que j'oublie quelquefois où il faut que j'aille, où je vais dans une pièce et oui, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et les petits trucs que vous donnez aussi.
on a dit, hein, qui pouvait aider, L'exercice accélérer physique. la récupération. Et j'ajouterais l'alimentation aussi. On m'a dit qu'il fallait manger beaucoup de fruits et de légumes aussi. Et puis, tout ce qui était vitamine E. On m'avait proposé des perfusions de vitamine E en me disant qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de succès par rapport à ce traitement et des effets secondaires indésirables que finalement, je n'ai pas fait. Ça, c'est plus pour traiter ce stress oxydatif hein, qui est infligé aux cellules. C'est un point très important. On n'a pas eu le temps pour en discuter. L'alimentation, le régime méditerranéen, Ça beaucoup guérit pas, d'antioxydants. mais ça peut aider. Alors, tout ce qui peut nous aider, il faut prendre. Ouais. Voilà, merci. Les fruits Merci rouges, beaucoup. les fraises, une myrtille. Ok. Beaucoup de poissons, huile d'olive, vitamine E, parce que c'est un antioxydant. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur Internet de Nadia. Elle se pose la question, est-ce que les effets secondaires sur la mémoire sont plus importants en fonction du type de chimiothérapie utilisée et aussi du temps ou de la longueur du traitement de chimiothérapie? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on sait s'il y a des chimiothérapies? Oui, ça c'est clair. La dose, c'est un facteur de risque. Les hautes doses de chimiothérapie, c'est un facteur de risque de développer des troubles cognitifs après le traitement, le chimiobrain. Alors nous, il y a une chose qu'on a dit, on ne parlera pas d'hormonothérapie. Malgré tout, hein, l'impact quand même hormonal ou anti-hormonal, la baisse du taux d'œstrogène, d'œstradiol, a un impact sur la mémoire. Donc voilà, il y a, ensemble, il y a, alors de nouveau on revient sur ce magnifique mot multifactoriel qui comme ça fait un grand ensemble de tout, mais la perturbation hormonale qui est induite déjà par la chimiothérapie, elle peut chez les jeunes femmes induire une ménopause transitoire, mais elle peut induire une ménopause, et puis évidemment les traitements anti-hormonaux qu'on prend par la suite. La question, est-ce qu'on pourrait anticiper cet effet en fonction du type de chimiothérapie? Quelque chose qu'on pourrait faire. C'est ça, au niveau préventif. Est-ce que de prendre des... Alors, parler du régime, hein, mais peut-être que c'est... Mais de prendre des traitements anti-oxydatifs pourrait prévenir ça? Ça peut protéger, contrôler aussi les facteurs de risque cardiovasculaires, baisser le poids aussi, parce que l'obésité aussi c'est un facteur de risque. Traiter l'apnée de sommeil, c'est aussi une maladie qu'on ne se rend pas compte, parce que la personne qui dort, il n'en souffre pas, c'est son voisin qui en souffre. Donc si votre voisin de lit il commence à dire « Ah, vous ronflez, vous faites des apnées et tout ça », il faut consulter, parce que l'apnée de sommeil a un impact majeur sur les facultés cognitives. Donc tout ça, ça protège, parce que ça rend le cerveau plus sain. Donc après la chimiothérapie, avec l'effet de chimiothérapie, sur un cerveau sain, le dégât, c'est beaucoup moins qu'un cerveau déjà épuisé. Parce que le problème du cancer, on diagnostique un cancer, on ne va pas l'anticiper. Il arrive, c'est un moment, et puis la décision d'un traitement et d'une chimiothérapie, on ne va pas pouvoir non plus retarder le début du traitement pour pouvoir prendre un traitement préventif de ce type-là. Finalement, c'est peut-être une question d'hygiène de vie générale, hein, et c'est plus de se dire, voilà, contrôlons peut-être notre alimentation, faisons de l'exercice physique régulier, stimulons notre cerveau régulièrement, peut-être de façon préventive, pour le jour où, malheureusement, on se trouve dans cette situation, on est peut-être un peu plus près. Oui. Et tout ça, ça diminue le risque de cancer. Absolument. Un style de vie sain, sans tabac, consommation d'alcool modéré, et le sport, l'exercice mental. On va encore faire la fête, hein, quand même. Et puis, voilà. Encore une question de Florence qui demande si on observe une différence entre les hommes et les femmes ou selon l'âge. L'âge, oui, l'incidence augmente avec l'âge. Homme-femme, j'ai pas des statistiques, j'ai pas une base solide. Nos magnifiques témoins, c'est la parité. Ouais, ça représente la population. Mais ce qu'on a remarqué, je pense que justement, c'est aussi souvent dans des cancers dits hormonosensibles. Hein, aussi, on le retrouve dans des cancers de la prostate ou chez l'homme. Donc, les hommes ne sont pas plus protégés, je pense pas. Encore des questions, Anne-Claude? Non?
Alors, le temps file, hein, on a déjà passé l'heure. En tout cas, le sujet a l'air passionnant. Et puis, je crois qu'on pourrait continuer d'en parler, hein, entre les anecdotes. On continuera d'en parler, parce Oui. qu'on n'a pas encore toutes les réponses, puis on n'a pas encore toutes les solutions. Donc, probablement, c'est un sujet qu'on reprendra, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, selon l'évolution de la science. Et puis, clairement, travailler peut-être sur des imageries un peu plus fonctionnelles, hein, c'est-à-dire de voir vraiment la fonctionnalité du cerveau. Et puis, moi, je reste sur travailler aussi par rapport au problème du retour au travail. Encadrer, entourer et faire comprendre justement aussi à l'assurance invalidité que ça peut retarder une reprise de travail et le prendre en compte. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le mesurer et le quantifier. Ce qui n'est pas, en tout cas, pas toujours évident. Puis peut-être la dernière chose, c'est que ce qu'on a entendu, c'est que ça peut prendre du temps, mais il y a une récupération. Oui. Mais ça prend du temps, donc il ne faut pas désespérer, mais il y a une récupération. Ben, merci beaucoup. Oh. Si j'avais pas raté mon train, j'aurais pu vous la poser hors des micros. Je me demandais si ça vous était d'une utilité quelconque ce soir. Alors, en fait, trop loin. Tout est venu finalement de parler aussi de ce thème ce soir, d'un article qui a été publié dans le journal d'une association genevoise qui s'appelle Savoir Patient, et puis qui a parlé justement de ces troubles mnésiques. Et le retour de cet article était que certaines patients disaient « mais enfin on parle de ce que je ressens ». Et moi, je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Et enfin, tout ce qui est marqué dans cet article, je le ressens personnellement. Et cet article qu'on retrouve donc justement on peut le montrer à l'écran si si vous voulez. Hein, mais je n'en fais pas du tout de la publicité. Hein, mais... Non, c'est pas de la pub du tout, mais... Mais voilà, cet article a déclenché un tout petit peu les choses et de se dire, parlons-en dans ce mois du cancer du sein, pour effectivement que certaines personnes puissent se dire, mais voilà, ça m'arrive aussi, je ne suis pas la seule ou le seul, et puis de pouvoir en discuter ensemble ce soir, je pense que c'était important. Merci. Nous, on saura en tout cas qu'il faut faire un examen MOCA, avant, pendant, après. Et puis surtout, voilà, une bonne hygiène de vie, et puis en tout cas, plus de stress. Hein? Je pense que c'est le mot d'ordre pour ce soir, c'est il n'y a plus de stress. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.